Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Je m'appelle Marie-Louise Arsenault. Ça me fait très, très plaisir d'animer ce lancement de ce livre pour des histoires audiovisuelles des femmes au Québec. Je vais vous présenter plus longuement mes deux invités. Vous pourrez poser des questions éventuellement. C'est une conversation qu'on va avoir ensemble. Et puis, éventuellement, si ça vous tente de poser des questions, évidemment, on est très ouverte. Alors, à ma gauche, Julie Ravary-Pilon. Elle est spécialisée en histoire féministe des études cinématographiques québécoises. Elle s'intéresse à l'évolution des représentations des personnages féminins dans certains longs métrages de fiction québécois. Bonsoir, Marie-Louise. Ça me fait plaisir. Et Ersi Kontogouris, on le prononce. Ersi est professeur au département d'histoire de l'art et d'études cinématographiques de l'Université de Montréal. Ses recherches portent principalement sur l'histoire de l'art des 18e et 19e siècles, qu'elle étudie notamment à la lumière des théories féministes et queer. Alors, elles ont dirigé toutes les deux un ouvrage collectif. Il y a des auteurs qui sont parmi nous. Ce soir, des femmes qui sont convoquées dans cet ouvrage comme interviewées. La grande Mireille Dansereau est avec nous, d'ailleurs. Moi, je propose qu'on l'applaudisse. Oui. Qui vient d'ailleurs de recevoir un prix très prestigieux et très mérité, 55 ans de cinéma, Madame Dansereau. Merci d'être avec nous. Mireille est interviewée dans cet ouvrage parce que, bon, c'est 18 textes sur 5 décennies et il y a des entretiens avec Kim Obom-Sawin, par exemple. Il y a des textes aussi de femmes comme Martine Delvaux, qui, je ne pense pas, n'est pas avec nous ce soir. Julie, est-ce que tu veux nommer les gens qui sont dans l'ouvrage, qui sont avec nous ce soir? Oui, avec plaisir. Ouais. Bien, vous pouvez aussi lever votre main si je ne vous ai pas vu, mais je vois Julie Lavigne, qui est au fond, qui a travaillé sur les études télévisuelles. J'ai vu Élodie Simard aussi, qui est une spécialiste des jeux vidéo. Où est-ce que je vois Anaëlle ici, qui ont signé collectivement. Le GIV a décidé de signer collectivement, mais je sais que c'est la plume d'Anaëlle avec sa collègue Véronica aussi, qui est là. Est-ce que j'ai vu Alice Michaud-Lapointe au fond? Non. Je me trompe, pardon. Elle est avec nous. Je sais qu'elle va être là. Éventuellement. Oui. Julia Mine. Oui, Julia Mine, oui, qui travaille ici à la Cinémathèque, qui clôt en fait le livre avec un super beau texte sur son programme Le commun des connaissances du cinéma, qui est vraiment intéressant parce que on pourra en parler, mais cette dimension-là d'archives aussi, de comment est-ce qu'on garde ces histoires-là des femmes. Comment il y a un billet aussi, on va y revenir, hein? Oui, effectivement. Donc, est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Voilà. Donc, c'est les... Anouk, je te vois. Anouk Bélanger, qui a travaillé sur la figure des animatrices. Tu nous disais tout à l'heure, Marie-Louise, avec Stéphanie. Tout m'a intéressé. Bien sûr, là, je vais avoir l'air narcissique de dire que c'est le seul texte qui m'a intéressé, mais je connais Anouk un peu, je connais Stéphanie aussi, les co-auteurs de l'UQAM. Je trouvais ça intéressant qu'on s'intéresse à la femme devant la caméra aussi, parce que l'ouvrage est vraiment, vous dites, transmédial. Effectivement, il y a question d'audiovisuel, de jeux vidéo, de cinéma, des personnages féminins, mais aussi des femmes qui habitent l'écran. On s'y est peu intéressé, à mon sens, en tout cas dans les universités. Vous me corrigerez si j'ai tort. Et pourtant, il y a tant à dire. Et effectivement, comment vous avez choisi les participants? Ah ben ça, c'est à Julie. À la base, puis on est contente d'y revenir, c'était un colloque de 3 jours à la Cinémathèque, ici. Donc, on s'était rencontrés dans la salle tout en haut. Je te le disais aussi tout à l'heure, c'est un peu ma gang de filles. Ça fait longtemps que je travaille sur ces sujets-là. J'ai entendu des collègues en jeux vidéo parce qu'au département de l'Université de Montréal, on côtoie les jeux vidéo, notamment en télé, dans des colloques sur les études médiatiques des femmes. Puis j'ai eu le goût, en fait, dans un projet de postdoc, de faire un colloque de 3 jours sur ça. Et puis, il y a certaines personnes qui ont continué leur réflexion ailleurs. C'est pas tout le monde qui y est. Il y a aussi des gens qui se sont greffés au fur et à mesure du projet. Mais en gros, je te dirais que c'est le noyau de la chose. Donc, colloque en 2018, déjà 4 ans. Oui. Il y a eu la pandémie. Vous en parlez beaucoup, d'ailleurs, dans le texte d'ouverture. Ersi, ça nous faisait sourire parce que quand vous avez écrit le texte d'introduction, c'est le travail aussi des femmes qui dirigent, on imagine, un collectif, de faire un texte qui va chapeauter, expliquer les intentions. Alors, j'ai pris des notes, là. Il y a beaucoup de questions de la pandémie, d'abord, parce que vous avez écrit ça. On est quoi? On est confinés, Ersi? Oui, on est complètement confinés. Puis, puis en fait, on était confinés, puis pour moi, c'était comme une bouée de sauvetage, ce texte. Puis d'avoir cette communauté de femmes, d'autrices, de penseuses, de réalisatrices, tout ce monde-là qui contribuait et des personnes dont on parlait dans l'ouvrage. C'était pour moi, puis évidemment le contact avec Julie, là, qui a été extraordinaire, mais c'était vraiment une façon
de sortir en même temps de la pandémie, puis en même temps, on ne pouvait pas en sortir du tout parce qu'on était vraiment là devant nos ordi, puis par Zoom. Mais il y avait une réflexion à faire, puis c'est un moment, effectivement, vous le nommez là, dans le texte d'introduction. Bon, c'est le moment où Adèle Haenel va quitter la cérémonie des Césars le 28 février. Déjà en France, la pandémie commence à faire des ravages. 28 février 2020, rappelons-nous qu'elle a quitté la salle après que Roman Polanski a été nommé lauréat du César du meilleur réalisateur pour son film « J'accuse ». Il est question de la révolution MeToo dans votre texte d'introduction, qui a commencé dans le monde du cinéma. Vous le rappelez, hein? C'est dans le monde du cinéma que ça a commencé avec le texte de Jodie Cantor et Megan Twohey du New York Times, qui a révélé les inconduites sexuelles d'Harvey Weinstein. Vous rappelez que Rebecca Solnit a écrit par la suite sur Weinstein, puis elle disait, je trouvais ça très intéressant d'ailleurs, elle disait que c'était à la fois un storyteller et un story killer. Weinstein, on va y revenir. Donc, tout ce constat des femmes qu'on a empêchées de raconter leurs histoires et qui vont prendre la parole. Ouais. Pourquoi ça cristallise, à votre avis? Je ne sais pas si c'est Hercy ou Julie qui veulent répondre à cette question-là. C'est une belle question. Ce moment-là cristallise quelque chose par rapport à comment les femmes racontent une histoire? C'est... moi, je suis 18e à la base. Et puis, je travaille sur les questions féministes dans l'art de tous les siècles. Et c'est toujours la même chose. Soit les femmes sont toujours représentées par des hommes et elles ont très peu le pouvoir, dans mon cas, du pinceau là, et de la parole et autres. Et c'est toujours cette espèce des deux revers, des deux côtés de la médaille où on parle d'elles et elles sont tues d'une certaine façon, on ne les laisse pas parler. Et en fait, ce que le moment MeToo justement a cristallisé, c'était un renversement de ça et de dire, ça fait des siècles en fait qu'il y a des femmes qui parlent et qu'il y a des femmes qui prennent la parole et qui peignent, etc. Et même si on a essayé de nous faire taire, là on va arrêter, on va plus se taire. Et je pense que c'était cette énorme vague, c'était le nombre en fait, c'était la quantité de gens qui a transformé, parce que ça faisait longtemps que des gens qui avaient des dénonciations dans tous les champs, mais c'était à ce moment-là où il y a eu comme un trop. C'était comme un trop-plein avec tout ce qui s'était passé, les élections aux États-Unis, toutes les autres mauvaises nouvelles qu'il y avait dans le monde. Puis des fois, ça prend ça, mais évidemment, c'était... MeToo, ça avait été commencé beaucoup plus tôt, comme le mot-clic, là. Oui, c'est ça. En fait... vous le rappelez d'ailleurs dans l'ouvrage, et c'est vrai, c'est important de le dire. C'était aussi une question d'histoire, donc voilà, qui voulait partager son histoire aussi avec cette jeune fille. Elle était donc intervenante sociale, travailleuse sociale, et puis elle voulait partager son histoire. Donc, c'est sur ce double sens du mot « histoire », donc raconter des histoires plurielles, comme une espèce de mosaïque, un peu avec des formats différents, donc des histoires à travers des témoignages ou à travers des récits dans les œuvres, dans les jeux vidéo, dans la télé, dans le cinéma et l'art vidéo. Et puis cette idée-là, justement, de se réapproprier qui raconte les histoires et qui sont les story killers et les storytellers à ce moment-là. Donc on voulait jouer sur ce deuxième mot-là, donc voilà pour le titre. Oui, c'est fort. Allez-y, juste pour terminer, pour compléter, je pense que c'est une question de pouvoir, puis qui détient le pouvoir de la parole, qui détient les sous, là, qui détermine qu'est-ce qui va être produit comme film. Et je pense que ça a été un moment où, justement, les femmes ont dit, non, il y avait l'histoire aussi de, mon Dieu, comment elle s'appelle, avec le film sur Frida Kahlo. Salma Hayek qui racontait combien Harvey Weinstein avait tenté de l'empêcher, en fait, de parler. Et qu'à moins qu'il y ait une scène lesbienne dans le film, il n'allait pas lui donner les sous pour qu'elle puisse continuer. Et puis c'est qui détient le pouvoir, là, et que les personnes qui détiennent le pouvoir ont la possibilité de décider quelles histoires vont être dites et quelles histoires vont être tues. C'est le storyteller et le story killer. Et puis là, c'était un trop-plein. À un moment donné, puis la vague s'est retournée. Fait on espère que ça va vraiment être... Puis je pense que là, quand on écrit l'introduction, on était dans un moment d'espoir. On espérait vraiment que les choses allaient changer. Là, voilà. Ce qui a changé, vous parlez de politique aussi. Vous nommez d'emblée, puis ça pourrait être intéressant d'aller là ensemble, vous nommez des décisions politiques qui ont été majeures dans le destin des femmes qui font des films. Au Canada, au Québec, là, vous racontez qu'en 2016, Claude Jolicoeur, qui est président de l'ONF, annonce que d'ici 3 ans,
l'ONF entend atteindre en l'espace donc, de ces 3 ans la parité homme-femme en termes de réalisation et de budget alloué aux femmes. Quelques mois plus tard, la SODEC et Téléfilm Canada emboîtent le pas, font la même chose. Or, en 2019, vous le racontez, Louise Archambault, qui est une cinéaste bien connue, atteint le club des millionnaires, c'est-à-dire qu'elle a 2 films la même année. 2 fois, qui font 1 million au box-office. Et vous racontez qu'en 1998, donc bien longtemps, pas si longtemps, 20 ans auparavant, il y avait seulement 15 femmes qui avaient réalisé un long-métrage au Québec, dont Mme Dansereau. Et seulement 5 d'entre elles avaient eu la chance de répéter l'expérience au moins 2 fois. Donc, les décisions politiques ont eu un impact depuis quelques années. Elles en ont eu un, ce n'est pas que pour faire image. Là. Oui, exact. Puis même juste ces engagements-là envers la parité font débat aussi, pas juste au cinéma, dans le milieu culturel en général. Savoir si des engagements comme ça pour la parité ou pour la diversité aussi. Stanley Février était au micro d'Eugénie Lépine-Blondeau, parlait justement de ces programmes-là, les pour et les contre aussi, mais fait est de constater quand même qu'avec les réalisatrices équitables notamment, qui font un travail immense, reconnu à l'international. D'ailleurs, c'est vraiment une de nos fiertés dans l'industrie du cinéma, les réalisatrices équitables. Ça l'a vraiment fait opérer un immense changement en termes de production, en termes de chiffres, quand on regarde les statistiques. Puis ça, qu'on soit pour ou contre les programmes pour la parité, c'est un fait qu'il faut constater quand même. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui se trouvent, même des femmes, qui hésitent à soutenir ce genre de programme-là. Bon, je le disais, votre livre contient 18 textes qui couvrent 5 décennies. Ça, c'est 50 ans. 50 ans, c'est l'anniversaire du premier film réalisé par une femme, Mme Dansereau. En 1972. Est-ce qu'on peut faire des généralités? On est là pour ça, puis bon, c'est toujours plate, mais ça fait des bonnes questions, je me permets de le dire. Est-ce qu'on peut dégager des grandes tendances? Les femmes ont pris la parole. Madame Dansereau a été la première à faire un film de fiction, La vie rêvée, en 72. Est-ce qu'en 50 ans, il y a des grandes tendances qui se dégagent dans la production des femmes en audiovisuel, au sens large? On en parlait. J'ai eu la chance d'avoir Mireille au téléphone pour la féliciter pour son prix Albert Tessier il y a quelques semaines. Puis on parlait justement du fait que son film, en tout cas, je parlerai peut-être de son film, puis Mireille, tu prendras la parole si tu veux plus tard pour en parler, mais c'est un regard intime qui n'était certainement pas célébré à l'époque. Puis aujourd'hui, en fait, avec la célébration d'Annie Ernaux, par exemple, c'est ça. On reproche encore aux femmes de faire de l'autofiction, de parler des affaires intimes. Puis donc, il y a certainement, du moins, Mireille a commencé ce mouvement-là, justement, d'aller vers l'intérieur, alors qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient à l'extérieur, là, restons dans les généralités, on est au début des années 70. Dans notre entretien aussi, là, je prends mon chapeau d'écrivaine d'un des chapitres, mais on a abordé ça aussi, justement, ce que ça faisait dire sur les plateaux aussi, ce à quoi on s'attendait du cinéma québécois à l'époque. Mireille voulait aller vers l'intérieur, explorer l'intimité. Donc ça, est-ce que c'est une des tendances du cinéma, en tout cas. Mais il y a beaucoup, en fait... Ou des histoires que racontent les femmes quand on leur en donne l'occasion. Oui, effectivement. Aussi, le rapport au corps, je pense que c'est quelque chose qui traverse à la fois la discussion d'Anouk et Stéphanie sur les animatrices, la discussion sur les jeux vidéo aussi, à ce niveau-là aussi. Qu'est-ce qu'on fait avec les stéréotypes corporels? Ça, c'est des sujets qui sont abordés à travers l'histoire des pratiques créatives audiovisuelles des femmes, là. Si j'essaie d'étendre aussi aux 4 médiums. Oui. Dans le texte d'introduction, toutes les deux, vous tenez aussi à dire que c'est le premier livre à présenter une histoire transmédiale des pratiques et des représentations audiovisuelles au Québec. Pourquoi c'est important, Ercy? Ça le semble, là. Oui, c'est important parce que ce sont des domaines qui sont liés, qui sont cousins. Bon, moi, dans mon département, on est histoire de l'art, jeux vidéo, études cinéma, et études télévisuelles. Donc, c'est des médiums qui sont connexes et qui se rejoignent. Et je pense que les thèmes sont souvent... les problèmes qui sont rencontrés par les femmes sont souvent similaires. Les stéréotypes par rapport aux représentations des femmes sont similaires aussi. Donc, je pense que c'était pour ça que c'était important de montrer qu'il y a cette énorme production. En fait, il y a toutes ces histoires multiples, très riches au Québec, et de pouvoir les montrer plutôt que de se cantonner à un seul médium.
je pense que c'était important de vraiment montrer la Quand pluralité. on fait les croisements, qu'est-ce qu'on découvre? Parce que c'est ça qui m'apparaît intéressant. Oui, et c'était une des choses, en fait, dont on a discuté avec Julie quand on avait les 18 chapitres, puis là, il était comme, comment on organise le livre, parce qu'est-ce qu'on l'organise thématiquement, est-ce qu'on l'organise par médium, comment on fait, puis on a finalement choisi par médium, qui était, je pense, la solution, je sais pas, peut-être plus facile, mais il y a beaucoup il y a beaucoup de thèmes qui se recoupent, absolument, la question des stéréotypes, la question de l'exclusion, mais aussi je ne sais pas si acharnement, c'est le bon mot, mais non, on va se battre et on va les réaliser, nos films, on va les raconter, nos histoires. Vous essayez de nous faire taire? Non. On va les raconter, nos histoires, puis on va trouver des façons de le faire. Et ça, c'est quelque chose qui apparaît dans plusieurs... Ça a été un combat, en fait, de tous les instants pour les femmes. Oui, ça continue de l'être. C'était pas fini. On y reviendra. Il y a toute la notion de la représentation des femmes à l'écran aussi. Ça, c'est intéressant. Est-ce qu'on est encore, là, je vais dire quelque chose d'énorme, hein? Ça aussi, ça fait partie des trucs d'une animatrice. Est-ce qu'on est encore dans la mère et la putain? Parce qu'on a souvent dénoncé ça comme étant les femmes sont cantonnées dans des rôles de la mère ou la maîtresse ou la femme intrigante, sexualisée. Là. Je pense que c'est tellement intéressant comme dichotomie, mais c'est encore présent, mais pour le déconstruire. Pour déconstruire cette binarité-là. Je pense qu'on est vraiment... en tout cas, j'espère que les personnes qui choisiront de réfléchir à ces questions-là en prenant le livre vont découvrir effectivement une plus grande palette de figures représentées. Est-ce que quand les femmes prennent le contrôle de raconter une histoire, qu'est-ce qu'elles proposent comme personnage féminin? En quoi c'est différent de quand c'est des... on va dire les garçons, ils ont changé eux aussi, là, mais de ces archétypes-là, qu'est-ce qu'elles apportent de neuf? Regardez la nuit où Laurie Gaudreau s'est réveillée, c'est magnifique. C'est magnifique. Xavier propose toujours des personnages de femmes intéressants. Absolument. Oui, donc, et puis il y a aussi des femmes qui proposent des figures problématiques. Mais nous, ce qu'on voulait mettre de l'avant, c'est des histoires, des exemples concrets de justement des figures qui élargissent la palette. Et deux postures, je pense, soit on propose quelque chose de complètement différent, puis on ne fait pas référence à effectivement ce classique. Appelons-le comme ça. Exactement. Ou on l'attaque de plein fouet, en fait. Donc, puis on le déconstruit. Oui, exactement. L'industrie des jeux vidéo est présente aussi, et c'est une étude assez intéressante, en fait, qui tend à prouver que même si Montréal, on le sait, est une des plaques tournantes mondiales pour l'industrie des jeux vidéo, les femmes sont encore marginalisées dans ce secteur-là. Oui. Bon, c'est un peu déprimant. Oui. Comment on explique ça, Ercy? Il y a un des articles qui trace vraiment la longue histoire du jeu vidéo, puis qui explique comment ça s'est passé. Ça continue à être un milieu qui est très masculin. Puis je pense que c'est un peu un cercle vicieux. Une fois que c'est très masculin, puis qui est-ce que tu vas embaucher? Ben, c'est tes chums. Mais il y a toute la question de l'éducation, au primaire, au secondaire. Est-ce que les filles sont encouragées à jouer avec un ordinateur, à le défaire, l'ouvrir, voir comment ça marche? C'est toutes ces choses-là, je pense, qui sont importantes. Mais ce que j'aime beaucoup avec ces deux articles, en fait, qui sont là-dedans, c'est que l'un donne la longue histoire, raconte c'est quoi l'état de l'industrie du jeu vidéo, et puis quels sont exactement les stéréotypes, quelles sont les difficultés. Par exemple, elle parle du fait que quand il y a un deadline, puis il faut le rencontrer, ben là, il faut travailler super tard. Mais pour les femmes, c'est souvent plus difficile. Si elles ont des enfants, il faut qu'elles retournent à la maison. Il y a les autres tâches que font souvent les femmes. Donc, ça rend ça difficile. Retourner tard le soir chez toi, c'est pas évident. Quand tu es une femme, il y a toutes ces questions-là. Et l'autre chapitre, c'est plutôt sur toutes les alternatives qui existent, en fait, parce que je pense qu'on a aussi une vision très stéréotypée du jeu vidéo, que c'est super masculin. Il y a mon fils qui est là, qui est justement dans l'industrie du jeu vidéo. Pourrait témoigner. Voilà. Et je pense qu'on a tendance à trop stéréotyper. Puis en fait, ce que ce chapitre montre, c'est qu'il y a énormément, il y a une création, une créativité absolument fantastique à Montréal sur des jeux vidéo queer, féministes, qui vont vraiment complètement défaire l'idée d'une binarité de genre, où tu peux jouer qui tu veux, tu peux être... Ça, c'est super aussi dans ce chapitre-là, mais aussi dans plein d'autres. C'est aussi juste des pistes pour continuer la réflexion ou aller vers des créations. Moi, j'ai découvert plein de choses que je ne connaissais pas, là. À la fois des associations militantes en jeux vidéo, mais aussi juste des jeux vidéo que j'ai le goût d'essayer qui ne sont pas souvent ceux dont on parle dans les
dans les livres d'histoire ou dans les encyclopédies. Donc, il y a vraiment aussi cette idée-là d'un catalogue d'ouvrages de femmes ou qui représentent les femmes de manière différente, saine et riche, pour aller poursuivre justement dans cette idée-là, de cet élan de création aussi. Donc, oui, on dénonce certains problèmes, mais on offre, et puis le chapitre d'Élodie et Gabriel termine avec des pistes de solutions. Donc, on est vraiment, je pense, dans l'action aussi. L'action d'inviter les gens à poursuivre la réflexion, mais aussi juste d'aller vers la création, une création auquel ils n'auraient peut-être pas pensé nécessairement ou auxquels ils ne sont pas, parce qu'on prend des spécialistes de leurs vidéos aussi, donc on ne peut pas être spécialiste de tout ça, juste de se faire une belle liste, puis après ça, aller vers des ouvrages, des créations différentes. C'est relativement, est-ce que je me trompe, c'est relativement rare dans les ouvrages universitaires, quand qu'on soit aussi, disons, pragmatique, là? Pour en avoir lu quelques-uns. Oui. Je trouve ça le fun. Ouais, oui. Oui. Ben, effectivement, je l'ai relu naturellement dans les derniers jours pour notre discussion et tout ça. Je pense effectivement qu'on arrive avec, à la fin, avec une liste de créations à aller voir, mais une liste de tâches à effectuer peut-être. Mais c'est aussi un peu ce qu'on veut amener. Donc, je reviens au mot action, mais c'est vraiment l'idée autour de ça, il y avait un collectif, mais c'est de faire encore une plus grande communauté et d'avoir effectivement peut-être des fois de manière pragmatique une invitation plus concrète et directe à nos lecteurs. D'entrer dans l'action. Il y a tout le chapitre sur l'archivage aussi, puis comment les billets ont fait en sorte... Bon, allons là, parce que c'est hyper intéressant. Comment l'histoire de l'archivage des productions féminines a été marquée par un manque d'égard. Qu'est-ce que ça change? Bon, peut-être qu'on pourrait décrire qu'est-ce que c'est un billet. Quels sont les billets qui ont marqué l'histoire de l'archivage, des productions des femmes? Déjà, on parle de patrimoine. Fait que dès qu'on parle de patrimoine, ça exclut la moitié de l'humanité. Donc, il y a déjà ça. Puis, il faut commencer à questionner les termes qu'on utilise. Et puis, je pense que c'est toujours la même chose. C'est qui est-ce qui prend les décisions? Et ça a été historiquement des hommes qui ont pris les décisions. Et ceux qui reconnaissent comme étant dignes d'être archivés, c'est des choses qui leur ressemblent, qui leur parlent, qui fait partie d'un canon qu'ils reconnaissent et qu'on leur a appris que c'est ça qui est valable. Puis je pense que justement, ces histoires qui sont plus intimes, qui racontent les choses différemment, ne sont pas reconnues comme étant... n'ont pas été traditionnellement reconnues comme étant dignes d'être archivées. Donc, encore... On les oublie, on les... c'est ça, on les oublie. On les met, elles sont mises dans le placard. On les oublie. Puis je pense que c'est une des choses qu'essaye de faire le livre, c'est justement de dire, mais elles existent. Même si on les a oubliées, elles existent. On va aller les chercher, on va les retrouver, on va trouver d'autres façons d'archiver. On va prendre plus le contrôle des Puis une des particularités avec l'audiovisuel, c'est les sous. C'est cher à archiver. Il y a différents formats. C'est pas comme, par exemple, la littérature. Donc, garder des archives de la littérature, il y a des enjeux économique aussi, mais en audiovisuel, on change constamment de format. Voilà, exactement, que ce soit nos 4 médiums qu'on couvre, effectivement. Donc, là où il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de pouvoir. Là, il y a beaucoup de pouvoir, souvent, il y a beaucoup d'exclusion. Donc, c'est aussi cette idée-là qui est abordée dans... notamment le chapitre du GIV, du groupe Intervention Vidéo, puis le chapitre rédigé par Julia Mine. Oui. Il y a cette rencontre aussi entre Mélissa et Gélina. Est-ce qu'elle est avec nous ce soir, Mélissa? Non, elle n'est pas là. Elle enseigne à Dawson ce soir. Voilà. Ouais. Avec Kim Obom-Sawin, cette cinéaste. Bon, ils discutent de plein d'aspects du travail de Kim Obom-Sawin. Le silence des femmes. Bon, elle a fait un film sur les femmes disparues et assassinées, bien sûr, très marquant. Comment raconter l'histoire de ces femmes-là, comment les amener à faire confiance aussi, c'est hyper important. Ouais. Puis la question qui pourrait être intéressante aussi, dont on pourrait parler ensemble, c'est le fait qu'effectivement, en termes culturels ou en termes de raconter des histoires, ce sont souvent des femmes dans les communautés autochtones qui émergent. Comment elle explique ça, Kim Obom-Sawin? Bien, ça, c'était super c'est rare quand même. C'est le contraire, en fait, un peu. Oui, effectivement. Donc, en fait, c'est je ne veux pas mal la citer, mais il y a aussi Sonia Bonspicil-Boileau, pardon, que Kim cite, et qui, justement, parle de ce rapport à l'oralité et les gardiennes des récits, en fait. Donc, depuis le début, chez plusieurs communautés, donc Kim Obom-Sawin et Abenakis, c'était, en fait, les femmes qui allaient vers les récits. Donc, naturellement, ce sont les femmes qui sont allées vers la caméra. Et puis, c'est un constat que Wapikoni Mobile aussi a fait. Beaucoup de cinéastes femmes
qui sont les gardiennes des histoires à ce niveau-là. Et puis, en dernière page, je pense qu'elle lance un appel à ses guerriers, qu'elle nomme ses guerriers aussi, aux hommes de se joindre à ses luttes et tout ça. Mais elle note ça, en fait, c'est à la base, c'est dans les racines de comment est-ce que les rôles sont divisés dans sa communauté. Donc, c'est pour ça que c'était naturel de prendre l'outil du cinéma. Puis, je fais une plug pour Kim, elle n'en a certainement pas besoin, mais tous les samedis est diffusé à la même heure que ton émission, Marie-Louise, mais à la radio de Radio-Canada, Laissez-nous raconter. Donc, ce grand 4 heures de documentaire sur toutes les communautés. Elle a rencontré les 11 communautés autochtones. À la télévision? Oui, à la télévision, effectivement, oui. Donc, elle continue son travail à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment un bonheur de la voir. Ben oui. Puis, on a des images aussi de son documentaire. Donc, et merci au PUM de nous avoir accompagnés dans la recherche d'images parce que un livre sur l'audiovisuel sans images, ça... Oui, c'est sûr que c'est plein de difficultés, ça c'est clair. Hein? Il y a aussi tout un chapitre sur quand les femmes prennent la parole, quand les femmes écrivent des récits pour un média populaire comme la télévision. Il y a l'histoire de la galère, là, c'est hyper intéressant, là, qui a été diffusée entre 2007 et 2013. On dirait que ça fait déjà 200 ans, ça. Ça change vite aussi, le rapport à l'image, comment on raconte l'histoire. C'était la première série écrite par une femme de fiction, réalisée par une femme et produite par une femme. Et pourtant, d'après ce que j'ai lu dans le texte, est-ce que les auteurs sont avec nous? Julie est là. Julie est là, hein? Peut-être qu'on pourrait déjà commencer à intégrer les gens qui sont avec nous ce soir. Oui. Oui, il y a même des prises de parole dans cette série-là qui ont quoi? Qui ont vieilli, Julie? Est-ce qu'on dirait ça? On ne raconterait pas les choses de la même façon aujourd'hui. Hein? Qu'est-ce qui a changé? Vous vous attendiez pas à ce que je vous pose cette question-là? C'est fou, hein? En moins de 10 ans, en fait. Ouais. On n'écrirait pas la même chose aujourd'hui. En tout cas, ça ne passerait pas de la même façon. On trouverait ça quoi? Sexiste? Vieillot? Pas sexiste, mais c'est juste beaucoup plus binaire. Binaire, oui. Plus que sexiste. Oui. Dans la mesure où il y a quand même une diversification des stéréotypes. Déjà, on parlait de la mère et la putain. Et la putain. Donc là, on est déjà avec presque que des mères ou des femmes qui veulent devenir mères. Donc, il y a vraiment, déjà, on voit leur sexualité. Donc, on est dans une complexification des scripts sexuels qui est très intéressante. Mais à partir de là, il faut aller un peu plus loin. Donc les nouvelles séries, mais il faut dire que j'ai comme un peu décroché de la télé québécoise pour me ramasser avec plus la porno et les animés japonais. Mais bon, je pourrais pas aller plus loin. Oh, ben, la porno, c'est particulièrement intéressant. Il y aurait beaucoup à faire aussi, hein? Oh oui, il y en a. Oui. On a d'ailleurs, je ne sais pas s'il a été vendu, mais je pense que vous l'avez amené, un livre de Julie qui s'appelle La traversée de la pornographie. C'est ça! Ah oui. Ah, wow! Pornographie féministe. Oui, on s'en reparlera, Julie, dans un autre contexte. Alors, l'ouvrage, puis vous tenez à le dire, puis vous l'avez dit tout à l'heure aussi, tient à célébrer la créativité des femmes, leur refus de se taire. J'ai même vu le mot, peut-être qu'il est un mot galvaudé, mais bon, la fameuse résilience. Là. J'ai l'impression que ça devient presque un poids sur l'épaule des femmes. À force de dire ça, les femmes sont résilientes, les femmes sont résilientes. Là. Oui. Mais l'histoire de la production puis de la prise de parole en audiovisuel, elle est remplie de ça aussi. Oui, effectivement. Bon, c'est sûr qu'on termine, je pense que c'est nos derniers mots d'introduction. Oui. On voulait terminer aussi sur le sentiment, c'est un sentiment fort qui nous a habité, qui voulait, c'est des mots qu'on espère qu'on peut apposer à notre travail aussi, parce qu'il y a le travail aussi de notre militantisme. On parlait tout à l'heure des universitaires. Nous, notre billet militant, il est partout dans ce livre-là. Hein? Donc, oui, il y a toujours ça un peu qui est derrière. Reconnaître aussi, tu sais, on parle des réalisatrices équitables et tout ça. On a oublié l'histoire du collectif Moitié-Moitié dans les années 80. C'est toute cette filiation-là aussi. On arrive avec... un article de parfois 150 mots. Alors, ça va, l'aparté au cinéma est fait. Là, je parle de cinéma parce que c'est mon milieu, mais l'aparté est faite, mais on ne retourne pas en arrière de toutes ces femmes-là qui ont... J'écoutais à la radio en m'en venant, ils diffusaient un extrait en 1967 d'une femme arbitre
qui se faisait dire, oui, mais là, allez-vous être arbitre très longtemps, vous n'allez pas vous marier, on est en 67. Arbitre au hockey? Pardon, arbitre au foot, au soccer. Ah oui? Oui, diffusait ça. Ah oui. On ne penserait pas à ça, puis faut juste pas l'oublier parfois. Faut jamais l'oublier d'où on vient, voilà. Puis en tout cas, je regarde Mireille sans arrêt. Parce que, non, mais on devrait, oui. Mireille, c'est l'histoire du cinéma des c'est femmes. la mémoire du cinéma des femmes. Mireille, est-ce que vous avez envie de nous parler un peu? Est-ce on peut vous poser des questions à vous? Oui. Est-ce qu'on pourrait lui donner un micro pour qu'on l'entende bien? Mireille, comment c'était je le disais, vous avez réalisé le premier long-métrage de fiction par une femme dans l'histoire du Québec. Donc, en 1972, vous êtes une toute jeune femme. Comment vous arrivez à faire ce film-là? Est-ce que vous vous battez contre beaucoup d'obstacles, Mireille? Oui, j'arrive de Londres, où j'avais gagné un premier prix étudiant. Et déjà, je me sens un peu étrange parce que les journaux disent « A girl gets first prize », alors que mon directeur photo gets second prize. Alors, je suis un peu mélangée moi-même. Je me dis comment ça se fait que c'est pas lui qui l'a eu, puis il m'a aidé avec la caméra, puis est-ce que j'ai le droit d'avoir ce film-là? Et puis c'est dans les journaux et tout. Puis finalement, je parle au jury, puis ils me disent « Oh, vous êtes vraiment prête à faire votre premier long-métrage. » Alors, je dis « Bon, mais je vais revenir au Québec. De toute façon, je veux faire mes films en français. » C'était un choix. Le film que j'ai fait là-bas, c'était avec Madeleine Poulain, puis c'était tout en anglais, puis on était toutes les deux étudiantes. La journaliste? Oui. Elle étudiait. Alors, je l'avais fait avec des comédiens non professionnels et tout. Alors, je me dis, bon, je vais revenir au Québec. En 1970, je ne me rends pas compte qu'est-ce qui se passe vraiment au Québec en ce sens. J'ai vécu 68 à Paris. Mais à Montréal, c'est beaucoup plus... c'est les événements d'octobre. Ouais. Et je me rends compte que l'ONF, qui ne voulait pas du tout me laisser de place pour faire mes films, c'est pour ça que je suis allée à Londres étudier. Il n'y en avait pas d'école de cinéma à Montréal. Mais c'est des films du patrimoine. C'est des films qui disent politique... où tout le monde se disait marxiste-léniniste, tout en étant à l'ONF. Aujourd'hui, on en a honte, mais à l'époque, on le disait. Oui, absolument. Je ne sais pas s'ils en ont honte, eux autres. Oui. Gilles Duceppe semble en avoir honte, je vous le dis. Je dis ça comme ça. Il m'a dit ça récemment. Je me rendais pas compte parce que moi, j'avais vu des films assez avant-garde. J'avais vu Godard et tout ça. J'étais plus stimulée dans la forme et... Pas dans le contenu, mais dans la forme, j'ai été très stimulée par les films qui se faisaient en Europe. Et alors, je suis revenue ici, puis j'étais complètement... Je me suis aperçue que ça a pris 15 ans avant qu'on parle vraiment de mon film « La vie rêvée » à la Pave. Parce que c'était pas du tout dans le courant. Puis avec Julie, j'ai compris qu'un mot comme « mansplaining » oui. Vous faisiez mansplaining? On lui disait, les femmes rêvent pas comme ça. Je pense pas que moi, ma blonde, elle rêve pas comme ça. Et on lui expliquait comment les femmes rêvaient. Alors, moi, ce que je voulais faire, c'est pas du tout une autobiographie, La vie rêvée. Je veux dire, c'est une autofiction peut-être, mais c'est vraiment une fiction où est-ce que je voulais mettre en avant l'imaginaire des femmes, c'est-à-dire les rêves surtout, des rêves. Puis tout ce qu'on me disait alentour, j'étais entourée d'hommes à l'ACPAV, puis on me disait, mais ma blonde, elle rêve pas du tout comme ça. Comment ça se fait que tu... Alors là, j'ai mis un mot après 50 ans. Là, Julie m'a aidée. Mansplaining. Mansplaining. Ouais. Moi, je n'étais pas consciente de ça. Je veux dire... L'explication. Delvaux parle de Laura Mulvey. Laura Mulvey avait vu La vie rêvée aussi, mais moi, je n'étais pas consciente et je pensais que j'avais fait un mauvais film. Alors en tout cas, tout pour dire comment j'étais en dehors de tout de milieu. Puis quand après ça, Andrea Poirier m'a dit viens faire un film à l'ONF. Et alors, j'ai fait je me marie pas. Puis je voulais faire une fiction avec les rêves des femmes au sujet du mariage. Puis elle n'a pas voulu. Elle a dit non, ici, c'est des documentaires qu'on fait et tout. Alors qu'elle, elle a fait quand même des choses
finalement plus essai cinématographique. Ben oui. Et, il y a Gilles Groult qui faisait aussi oui, il y avait- oui, la oui, fiction. oui, mais c'était tellement difficile déjà de faire passer en tant que femme dans un milieu d'hommes à l'ONF. Je veux dire, parce que les Américaines étaient déjà tellement plus avancées que Oui. nous. On lisait Germaine Greer, on lisait toutes ces femmes-là. Alors, mais eux, ils ne connaissaient pas ça, puis ils disaient juste, on va avoir l'air fous si on ne les aide pas, ces petites femmes-là, là, ces pauvres femmes-là. Est-ce que vous êtes fait dire petite madame? Mireille? Non, mais je me suis fait dire, mais pourquoi tu fais pas du mannequinat parce que j'étais grande? Wow. Pourquoi tu vas pas te marier? Ben, d'ailleurs, c'est une des phrases dans La vie rêvée. Oui. Pourquoi est-ce que... Ben, vous allez pas, c'est pas grave, vous allez perdre votre job parce que de toute façon, vous allez trouver un mari puis vous allez me marier. C'était... Ça vaut pas la peine de vous donner de l'argent pour faire un film. Ben oui, Oui. c'est certain. Puis c'est pas grave que vous partiez de la boîte de production. Moi, je faisais allusion à l'ONF, mais ça aurait pu... C'était une boîte de production privée. Moi, j'ai toujours été dans le privé. Et, ben, en tout cas, c'est ça, c'est que ça m'a pris du temps à me rendre compte. Puis là, je trouve ça bien agréable de voir des jeunes femmes comme Julie, puis Julie Lavigne aussi, que je connais peu, mais je me rends compte qu'après toutes ces années de cinéma, que je me suis un peu retenue d'exprimer mais la colère que j'avais. Puis MeToo m'a réveillée, mais ça m'a pris du temps. Le fait aussi d'avoir des enfants mâles, ça m'a beaucoup retardé à vraiment continuer. Ça vous fait rire? Il y a quelqu'un qui se reconnaît, là. Mais c'est vrai. Mais, C'est malheureusement vrai. Micheline Langto m'a déjà dit dans une discussion sur le cinéma, elle parlait à Anaïs Barbeau-Lavalette. C'était il y a 13 ans à peu près, puis Anaïs n'avait toujours pas d'enfant, puis elle lui a dit, si tu veux faire des films, il ne faut pas que tu fasses d'enfants. C'est terrible. Michel en a fait elle-même, là, des enfants, il y a des films. Mais elle disait qu'elle avait allaité littéralement sur le plateau de son premier film. Là. Ouais. Oui. Sonatine, Moi, elle arrêtait. je me cachais quand j'étais enceinte 2 fois. Vous êtes cachée? Je me cachais, je ne montrais pas. Puis d'ailleurs, en parlant avec Anaïs Barbeau, à un moment donné, elle m'a dit, moi, je suis arrivée à Téléfilm, puis ils m'ont dit, « Oh, vous êtes enceinte, c'est merveilleux. On va vous aider. » Et puis, elle s'en allait faire un film en Jordanie, je pense. Oui, ça se peut, oui. Et puis, alors, c'était tellement loin de ce que moi, j'avais connu que je me suis dit, bon, bien, il y a quand même quelque chose qui change, ou bien c'est juste elle, mais quand même, je pense qu'il y avait quelque chose qui changeait. Puis là, on voulait même lui donner quelqu'un qui l'accompagnerait, financer une femme qui irait avec elle, puis qui s'occuperait d'elle. Je pense que ça a peut-être été sa mère, mais en tout cas, c'était comme... Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est Pour les passé. actrices aussi, hein, Ève Landry avait pris la parole aussi sur ce fait-là, sur les projets aussi pour les actrices dans le domaine. Quand elle avait été enceinte, ça avait été par rapport à comment est-ce qu'on lui avait parlé de ses futurs projets, puis comment on l'avait un peu mis de côté quand elle était enceinte, on l'avait pas... Donc, il y a des choses qui changent, puis il y a encore beaucoup de choses à travailler hein, de ce côté-là, Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses qui changent. Est-ce que l'imaginaire des femmes arrive à l'écran? Ça, je ne suis pas sûre. Ah, ça, c'est intéressant. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous en doutez? Mais je pense qu'on est quand même encore avec un cinéma... moi, je n'ai pas fait vraiment... parce que La vie rêvée n'a pas eu de succès sur le moment. Il y en a eu à l'extérieur du Québec, tout le temps, dans un pays anglophone et puis aux États-Unis. Mais... Parce que je ne l'ai pas fait, oui, je pense qu'on a un cinéma assez influencé par le documentaire hein, aussi, ou bien par la fiction dramatique, mais assez traditionnelle, pas trop de récits. Puis je trouve que les femmes pensent pas nécessairement comme les hommes. Puis donc, quand vous dites, c'est une phrase que vous avez notée, merci, hein, je vous ai vu faire, c'est magnifique. Je ne suis pas certaine que l'imaginaire des femmes soit arrivé sur les écrans. Oui, moi... Pourquoi? Si les femmes font des films, elles écrivent des films, qu'est-ce qui empêche que leur imaginaire... Mais on les fait encore comme les hommes. On ne l'a pas défini encore, qu'est-ce que c'était vraiment qu'un film de femme. Je pense qu'on... mais l'imaginaire, ça serait des films qui seraient... mais moi, j'aime beaucoup les rêves. Je trouve que c'est ça que ça exprime le plus, qui on est. Et je pense que c'est très cinématographique, les rêves.
Mais on ne peut pas faire rien que des films comme ça. Mais je pense que, quand même, si on adapte un roman, c'est quand même, on est plus fixé avec une forme de pensée du roman, à moins qu'on prenne un roman très morcelé ou puzzle, là, ou quelque chose comme ça. Mais je ne sais pas. C'est que c'est très dur à faire lire un roman, un scénario qui n'est pas formaté. Comme les... Mais il y a tous les organismes de subvention. Bon, on le voit que ces organismes, depuis quelques années, ont décidé politiquement de favoriser l'écriture des femmes, mais il reste quand même qu'il y a des contraintes, par exemple, économiques. On peut imaginer que peut-être qu'il y a des entraves à ce que l'imaginaire arrive vraiment sur l'écran. Mais c'est parce que ça se lit mal aussi. Hein? Oui, scénario, oui, c'est tough. Un scénario c'est avant tout un truc littéraire. Alors, si on l'écrit comment on voit, c'est très difficile à lire. Moi, en tout cas, j'ai toujours eu des problèmes avec ça. Dès La vie rêvée, on me disait, après coup, les institutions m'ont dit « Ah, mais c'est vrai, on ne le voyait pas quand vous l'avez écrit. » Alors, je n'étais pas une écrivaine. Et puis, je n'ai pas intégré dans le scénario les rêves que j'ai faits aussi bien. Au montage, j'ai trouvé vraiment l'intégration. Mais il faudrait l'avoir toute faite presque à l'écriture. Oui. Alors ça laisse aucune place pour l'improvisation. On peut écrire des rêves et dire on voudrait avoir ça de temps en temps, comme dans un documentaire, on peut écrire ça, mais dans une fiction, on ne peut pas. Il faut que vraiment tu vois le film. Oui. On travaille dans des structures qui sont relativement rigides quand on est subventionné aussi, on imagine. Là. Absolument. C'est ça, là. Il y a moins de liberté. Oui. On n'est pas dans le nouveau cinéma français, par exemple. Là. Non, je pense pas. On a un article de Karine Boulanger sur le vidéographe qui parlait justement d'un point pour détourner un peu, disons, à cette époque-là, dans les années 70. Il y avait beaucoup de femmes aussi. Julia, je ne sais pas si tu as un immense projet sur Vidéo Femmes. Je ne sais pas si toi, ça te rejoint aussi, cette idée-là de la vidéo comme un médium qui peut justement nous permettre de contourner les structures plus traditionnelles. Julia est avec nous, oui. Tu sais, Julia, prends mon micro. Ben oui, on va bien l'entendre comme ça. Ou le micro de Mme Dansereau, peut-être? Bon, c'est bon, ça. Je me permets ben oui, allez-y, Julia. un petit 30 secondes. Effectivement, l'histoire de la vidéo, c'est quand même très spécifique. Puis, on l'a vu dans l'histoire du patrimoine, à quel point ça a été invisibilisé. Vidéo Femmes, justement, par sa spécificité, c'est un collectif féministe donc, qui était à Québec et qui a commencé à réaliser à partir de 1973. Elles ont un collectif qui a duré jusqu'en 2015, puis maintenant leurs archives ont été rapatriées à Spira dans un premier temps, puis à la Cinémathèque québécoise. Ce qui a fait que, dans le cadre de ma thèse, j'ai voulu justement mettre en valeur ces archives parce que, voilà, on le voit, c'est vraiment un sujet difficile de pouvoir les mettre en valeur, de pouvoir trouver en fait une place pour ce type d'archives. C'est toujours une question qu'on se pose avec la diffusion. On ne diffusait pas des films en vidéo dans la salle de cinéma, on les diffusait sur des moniteurs. Donc il y a toute une question de dispositif à revoir maintenant, à savoir comment on peut valoriser ce type d'œuvre. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres interventions? Alors, Ercy, je vous ai entendu dire que c'est encore plein de défis. Oui, on va vous redonner un micro. Quels sont les défis actuels? Qu'est-ce qui reste à faire pour les femmes? Je vais rire nerveux. Mais oui, il y a un rire nerveux. Oui, Est-ce que c'est une question qui est grande comme l'océan, c'est ça? Oui, c'est grand comme l'océan. Oui, on n'est pas encore atteint la parité à aucun niveau. Donc, je pense qu'il y a déjà... Malgré les volontés des organisations qu'on a nommées, l'ONF, la SODEC, Téléfilm. Oui. Puis je pense que ce qu'on voit aussi, et peut-être que ce à quoi faisait référence Mme Dansereau, c'est que pour être subventionné, pour arriver à aller décrocher cet argent-là, il faut quelque part jouer le jeu. Il faut rentrer dans la machine. Oui, c'est ça. Il faut rentrer dans la machine, il faut que tu sois capable de parler leur langage, puis il faut que tu sois capable de les convaincre à leur façon. Puis je pense qu'il y a une... c'est qui les jurys? Qui est-ce qui fait partie de ces jurys-là? Qui est-ce qui choisit qui va faire partie des jurys? On parle de diversité, un mot assez problématique à mon avis, mais en tout cas, on parle de diversité. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qui est-ce qui choisit? Genre, il y a encore énormément de problèmes. Je pense qu'il y a des problèmes au niveau de... On continue à ne...
je sais pas comment les jeunes filles, les jeunes garçons sont élevés maintenant, mais moi, je vois les générations de mes enfants. C'est pas nécessairement le cas que les petites filles ont été encouragées à s'exprimer quand elles étaient petites. Est-ce qu'on leur a donné, de la même façon qu'on encourage les garçons à être leaders ou à être... Et inversement, on n'encourage pas les garçons à être rêveurs non plus. On ne les encourage pas à être créatifs nécessairement. Puis je pense que ça, peut-être que c'est... Il y a tout un travail à faire de tous les bords, mais c'est ça. Je pense que c'est encore très vaste comme problème. Je vois pas ça comme étant résolu, non. Pas encore. Julie? Moi, je suis côté plus... on se balance bien, Ersi, puis moi, mais il y a des collectifs, et on s'arrange, et on le fait. Mais moi, ça passe par la communauté, ça passe par vous, ça passe par les gens qui sont déplacés aujourd'hui, qui s'intéressent à ces questions-là, ça passe par la discussion, le fait que tu acceptes de venir parler avec nous, de continuer à réfléchir. Ça me fait plaisir. C'est juste, c'est l'action, là, c'est voilà. Oui. Mais moi, il n'y a pas longtemps, je me suis assise devant, pour pas qu'on ferme l'ONF, ils l'ont fermé finalement, mais on avait fait un CT. Non, juste au coin de Saint-Denis, oui, juste au coin, les bureaux. Ouais, puis on va aux réunions des réalisatrices équitables, puis on écoute surtout. On écoute parce que la lutte des femmes, c'est la lutte pour plein de choses aussi. Elle est multiple, elle est compliquée parfois. Juste sur la question de la parité, on ne s'entend pas, mais on écoute. Peut-être un petit peu plus d'écoute, se faire écouter, nous aussi écouter ce que les personnes ont à dire. Puis on avance de ce côté-là, on écoute les propositions de récits des collègues, puis on espère que ça se développe de ce côté-là. Mais puis un point aussi sur lequel on termine, puis Julia termine aussi là-dessus, la question des autres identités, une approche intersectionnelle, c'est très important aussi. Donc, on joint nos luttes ensemble. On marche ensemble. On n'est jamais trop nombreuses. Exact. Oui. J'aimerais juste terminer, pas terminer, mais en tout cas nommer. Oui. Vous nous regardez. Nous, on regarde une photographie qui est... Je l'ai remarqué. Oui, c'est Denis Arcand sur la maudite galette. Ben oui, Oui. mais il n'y a que des hommes. Il y a une fille, j'ai remarqué, mais je pense que c'est une fille. Oui, puis elle a le visage, elle dévoile pas son Elle est visage. de dos. On n'est pas dans la parité. Non, non. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un stop, un arrêt stop. À gauche de la société, il y a un arrêt stop. Fait que Mathieu, est-ce que vous avez ça dans le parfait? c'est ce que je voulais dire. Merci, Julie. C'est un excellent commentaire de conclusion. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci aux merci deux à auteurs. toi. Vraiment, c'est un Merci super beaucoup. livre. C'est un très beau document aussi. Merci beaucoup. Merci à toi, Marie-Louise. Merci C'est un beaucoup petit d'être moment venue, de d'avoir fan pris le girl temps. de notre part. Ben non. Si peu. Là, je Merci. finis, ouais. Merci d'être venu.